Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'information. La 11e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu est prévue pour le 17 décembre prochain. Un point de presse a été organisé en amont pour une bonne introduction de cet événement saint. La rédaction de la TV7 était sur les lieux. Nous vous ferons le point dans un instant. Une nouvelle étape franchie en matière de télécommunications. Le Togo vient de signer un accord de free roaming avec le Mali. On en parle dans un instant. À l'international, nous irons en Guinée. Les médias privés du pays semblent être menacés d'extinction. Ceci pour des raisons que nous découvrirons dans le développement. Enfin, en Égypte, les élections présidentielles ont pris fin ce mardi. Et la question économique du pays demeure au cœur du débat politique et celui public. En fin de journal, nous nous intéresserons à cette situation. Voici tout pour les titres, place au développement. Bienvenue si vous nous rejoignez. La 11e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu aura lieu le 17 décembre prochain à Lomé. En prélude à cet événement, le Corps du Christ a organisé ce matin un point de presse. Notre rédaction s'y est intéressée et nous vous offrons le compte-rendu dans ce reportage à travers les images d'Alain Akoucha, commentées par Bernard Canvi et Gloire Lodonou. L'acte 11 de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, JNRD, a démarré ce mardi à Lomé à travers un point de presse. Le Corps de Christ togolais est revenu sur le bilan des 10 éditions antérieures qui avaient pour objectif de rassembler les filles et fils du Togo pour prier et intercéder en faveur de la paix et de la stabilité du pays. Nous avons parlé des bilans. Ça a renforcé les relations entre les églises, les entités. Ça a rapproché les gens. Avant, il y avait des barrières. La dénomination a beaucoup joué négativement. Maintenant, tout le monde sort et ensemble, nous crions merci à notre Dieu le protecteur. Les 10 ans ont eu de l'impact, pas seulement ici. Ce que nous faisons, ça se fait dans l'ensemble du pays. Et nous remercions Dieu pour cela. Et nous prions pour que les gens qui résistent rentrent dans la vague, afin que la présence de Dieu devienne effective. Telle est l'Église, telle est la nation. L'objectif reste le même pour cette 11e édition qui tourne autour du thème « Éternel, notre protecteur ». Extrait de Psaume 91, verset 7. 10 vont tomber à ton côté. 10 000 vont tomber à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Facilement, il est dit, le mal viendra. Ce n'est pas les mots, hein. Le mal, c'est générique. Ça peut être toute forme de difficultés. Mais le Seigneur dit, si vous vous confiez à moi, le mal viendra vers vous, mais vous ne serez pas atteints. Il n'y a pas un meilleur cadeau de Noël et de bonne année que d'aller recevoir ce Dieu protecteur. Protecteur de famille, protecteur des lieux de travail, protecteur des allées et de revenir. C'est un Dieu qui va nous protéger. L'événement se déroulera le dimanche 17 décembre dans tous les chefs-lieux des régions et à Lomé. Contrairement à 2022, où le nombre de localités accueillant l'événement est 8, il est passé cette année à 11 sur toute l'étendue du territoire. Après la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Ghana, le Togo a signé un accord de free roaming avec le Mali. Et quels sont les avantages de cet accord et quand rentrera-t-il en vigueur? Les précisions avec Gloire Lodonou. Après le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire, le Togo renforce sa coopération avec ses pays voisins ouest-africains en matière de télécommunications. Le pays a signé le samedi 9 décembre 2023 dernier à Lomé l'accord de free roaming avec le Mali. Ainsi, cet accord permet aux Togolais de communiquer à des tarifs réduits au Mali sans changer de carte SIM. Les utilisateurs des téléphones mobiles bénéficient de la gratuité de réception d'appels pendant les 30 premiers jours de leur séjour. Les appels locaux sont facturés à 119 francs CFA par minute au maximum et les appels vers le pays d'origine à 150 francs CFA par minute au plus. Le service Internet coûte 2,2 francs CFA le méga au maximum. Les responsables des organes de régulation des télécommunications des deux pays ont annoncé que les accords bilatéraux entreront en vigueur au plus tard le 9 février 2024. Par ailleurs,
Le Togo compte signer prochainement le free roaming avec le Burkina Faso, portant à 5 le nombre de pays partenaires dans la sous-région. Même si les centres d'accueil et de prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité jouent un rôle important dans la lutte pour la protection des enfants, il se révèle aussi que certains centres constituent une autre forme de vulnérabilité pour ces enfants. Quelles sont les raisons? Réponse dans cet élément signé Kofi Kligé. Les centres d'accueil et de prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité jouent un rôle crucial dans l'encadrement, l'accompagnement et la protection de ces enfants. Cependant, les résultats issus de la dernière évaluation des centres d'accueil et d'hébergement des enfants laissent voir une vulnérabilité accrue dans certains centres d'accueil. L'évaluation a été faite par le ministère de l'Action sociale. Dans les détails, sur les 6080 enfants dénombrés dans les centres de prise en charge, 2330 enfants sont exposés à des situations de danger grave parce qu'ils vivent dans des centres problématiques. Des 120 centres évalués sur l'étendue du territoire togolais, plus du tiers sont considérés comme problématiques. 34 centres sont dysfonctionnels. 12 centres maltraitent les enfants pris en charge. Cependant, près de la moitié de ces centres sont perfectibles. Selon le ministère de l'Action sociale, seulement 18 centres de prise en charge et d'hébergement sont performants et sont en conformité avec les normes établies. Ce qui veut dire que près de 85% des centres n'offrent pas une prise en charge de qualité aux enfants. Ainsi, à leur sortie, la majorité des enfants qui ont grandi dans ces centres deviennent doublement vulnérables et constituent plutôt un poids sur le développement social. La page internationale à présent en Guinée, les médias privés semblent menacés d'inspection. Dans le pays, dernièrement, le bouquet Canal+ de plusieurs radios et télévisions privées ont été retirés sur l'ordre de la haute autorité de la communication. Qu'est-ce qui leur sont reprochés? Quelle est la situation actuelle dans le pays? Plus de détails dans cet élément. Le syndicat des professionnels de la presse en Guinée tire la sonnette d'alarme. La profession est menacée d'extinction et pour cause, le retrait dimanche du bouquet Canal+ de plusieurs radios et télévisions à la demande des autorités. Les médias que vous êtes nos éclaireurs. Vous êtes aussi l'interface entre nous, l'opinion publique et les autorités. Donc il n'est pas question d'accepter ce musellement, d'accepter ce harcèlement, d'accepter ce sabotage que moi j'ai qualifié de lâche. Parce qu'il n'y a aucune raison qui explique cette attitude. Ce qu'ils veulent, c'est de cacher des choses. Ils veulent commettre des actes sans témoin. Il n'y a aucune question d'urgence nationale ou de sécurité nationale. Le gouvernement reproche aux médias l'apologie de la haine communautaire, l'accentuation des tensions sociales et politiques et la propagation de discours de division, des accusations contestées par la profession. Le retrait des médias suite à l'annonce du gouvernement que nous avons vu sur les réseaux sociaux par rapport au retrait des médias Dioma, Évasion et Espace sur le bouquet de Canal+, nous affecte gravement parce que tout simplement aujourd'hui, cela vient freiner notre élan de production, ça vient freiner, si vous voulez, nos opérations sur le terrain parce que nous perdons une clientèle qui quand même souhaite en fait diffuser dans ces espaces au niveau de ces médias. Les médias peinent cependant à adopter une position commune face à la junte au pouvoir, alors que des syndicats ont appelé aux journées sans presse, d'autres poussent pour le dialogue avec les autorités. Au Congo, l'un des groupes armés, le M23, qui a pris le contrôle de vastes terres du pays depuis la fin de l'année 2021, sème toujours la terreur dans l'est du pays. Cherchant à fuir les exactions de ces groupes armés, les habitants se sont retranchés dans des camps de fortune situés près de Goma, la capitale de la province du nord de Kivu dans le pays. Suivez le reportage. Dans ce camp de fortune près de Goma, la capitale du Nord Kivu, vivent des personnes ayant fui les exactions des groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Selon l'ONU, près de 7 millions de personnes ont été déplacées en RDC, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré dans le pays. Ces infortunés attendent du vainqueur de la présidentielle du 20 décembre la fin de l'insécurité dans leur territoire.
Au cours des 5 dernières années, le président a fait beaucoup de promesses. Certaines ont été tenues, d'autres non. Maintenant, nous espérons que le président qui sera élu pourra mettre fin à cette guerre qui devient insupportable, car notre souhait est de retourner dans nos villages. Ces hommes et femmes qui se sentent déjà abandonnés risquent aussi de ne pas participer au choix de leur futur président, car ils n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales et sont amers. Je dois voter parce que j'en ai le droit. Et je dois voter pour quelqu'un qui le mérite. Parce que dans d'autres élections, nous avons élu des gens qui ne le méritaient pas. Et aujourd'hui, nous souffrons d'un manque de sécurité. Je suis en colère parce que je ne pourrai pas voter. Mais j'aimerais que Tshisekedi puisse être réélu, parce que c'est grâce à lui que nous vivons encore ici. Autrement, le M23 serait déjà là. S'il n'est pas réélu, son successeur devra combattre le M23 et le forcer à quitter nos villages pour que nous puissions rentrer chez nous. Selon Médecins sans frontières, des dizaines de milliers de familles fuient toujours les violences dans le Nord Kivu. Nous nous intéresserons à présent aux problèmes énergétiques sévères qui touchent l'Afrique du Sud. Pour faire face à cette crise, notamment marquée par des coupures répétées, le gouvernement sud-africain a annoncé son intention d'accroître la production d'énergie nucléaire actuellement limitée. Reportage. Pour faire face aux coupures d'électricité à répétition, l'Afrique du Sud a décidé de se tourner vers le nucléaire. Ce mardi, le gouvernement a annoncé qu'il comptait augmenter la production d'énergie nucléaire de 2500 watts d'ici 2033. Elle représente actuellement environ 4% de l'énergie totale du pays. L'Afrique du Sud possède une centrale avec 2 réacteurs près de la ville du Cap. C'est d'ailleurs la seule centrale nucléaire du continent africain. Le charbon, qui est l'un des secteurs clés de l'économie sud-africaine, sert à produire 80% de l'électricité du pays. Mais la Compagnie nationale d'électricité peine à mettre fin à cette crise énergétique. Et à moins d'1 an des élections, résoudre ce problème est devenu un enjeu crucial pour l'ANC, le parti au pouvoir. Cette crise de l'électricité touche de nombreux pays africains. Pourtant, même si certains d'entre eux, comme la RDC, la Centrafrique ou le Niger, possèdent de l'uranium nécessaire pour le nucléaire, aucun n'a recours à cette énergie considérée comme très peu polluante. Depuis les catastrophes de Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011, le nucléaire reste très controversé dans le monde. L'Afrique du Sud est de plus en plus perçue comme l'un des pays les plus dangereux pour la destination touristique. Les attaques de visiteurs dans le pays ne cessent d'augmenter, surtout à Table Mountain, représentant ainsi une menace grandissante pour la sécurité des touristes. Plus de précisions dans cet élément. Table Mountain est l'un des parcs nationaux qui rapporte le plus en Afrique du Sud. Selon la ville du Cap, près de 80 agressions ont eu lieu sur ce site cette année. Mary Lord faisait sa promenade quotidienne sur les sentiers du massif lorsque 2 hommes se sont jetés sur elle. C'était le moment le plus effrayant, rien que de voir ces 2 gros gars venir droit sur nous. Bizarrement, j'ai commencé à crier parce que je ne pensais jamais en le faire. Je criais. Le gars devant le plus grand m'a poussé. Il m'a poussé dans la brousse, il a mis sa main sur ma bouche pour m'empêcher de crier et j'ai pensé le mordre. Et puis j'ai vu qu'il avait un couteau, alors je me suis arrêtée. Et ma fille me regardait et a dit « Maman, donne-leur tout ». Ces randonneurs manifestent contre la recrudescence des attaques visant promeneurs et touristes sur ce joyau touristique. Andy Davies est le président de l'association des Amis de Table Mountain. L'Afrique du Sud a un gros problème de criminalité, malheureusement parce que le parc national de Table Mountain se trouve au milieu d'une ville, Cape Town. Nous voyons que le crime se répand dans le parc et bien sûr les touristes sont des cibles privilégiées. Donc nous voyons beaucoup de criminalité aux abords de ce parc. Cette association a recensé un incident tous les 2 jours en octobre et récemment même des sauveteurs lors d'une opération nocturne se sont fait dévaliser.
Je me bats pour faire rétablir le forum sur la sécurité de Table Mountain. Nous avons appelé le commissaire provincial et nous l'avons supplié de rétablir l'ancien forum sur la sécurité de Table Mountain. Les sociétés de sécurité privées, la police, pas seulement le poste ici au Cap, mais les 6 autres postes principalement affectés à Sea Point, Camps Bay, Constantia et autres. Donc ces stations font toutes partie de ce forum. Ce forum permet d'échanger de l'information et des renseignements sur la criminalité et cela nous aide à mieux cerner certaines personnes. L'Afrique du Sud a accueilli 4 millions de touristes au cours des 6 premiers mois de l'année, mais traîne la sulfureuse réputation d'être l'un des pays les plus dangereux au monde. L'excision continue de faire des victimes à travers le monde. Si par le passé, elle se pratiquait de manière traditionnelle, les Kenyans y font encore face. Cette dernière se présente sous une nouvelle forme qui est celle médicalisée. Quelles sont les actions entreprises pour contrer ce phénomène? Des réponses dans cet élément. Dans cette école kenyane, les enfants sont sensibilisés au MGF, les mutilations génitales féminines, par une ONG. Car dans ce comté, plus de 80% des excisions, c'est-à-dire l'ablation totale ou partielle du clitoris, sont réalisées dans des hôpitaux ou par des personnels de santé. Les filles sont excisées quand elles sont très jeunes. Elles sont excisées par du personnel médical dans des circonstances diverses, peut-être par des charlatans. Les MGF sont pratiqués dans les hôpitaux, mais ce personnel médical se rend aussi à domicile et les pratique sur de très jeunes filles. Ils estiment qu'ainsi ces très jeunes filles vont guérir rapidement et qu'elles pourront continuer à aller à l'école. Doris est une sage-femme qui a par le passé pratiqué ces excisions, mais elle s'est rendue compte des conséquences de ces mutilations, notamment sur les femmes enceintes. Je suis heureuse que le gouvernement ait interdit les MGF, parce que dans certaines communautés, elles étaient si extrêmes qu'elles affectaient les femmes pendant l'accouchement. Et en tant que sage-femme, j'ai rencontré certaines de ces femmes. Le Kenya a interdit les MGF en 2011, mais la pratique subsiste. Ceux qui la défendent la considèrent comme un moyen de préserver la coutume, et ce, malgré les risques physiques, ce que déplore Edina, excisée quand elle avait 7 ans. J'ai été excisée et je ne voudrais pas que mes enfants subissent la même chose. Lors d'un séminaire auquel j'ai assisté, on nous a parlé des complications dont souffrent les femmes qui ont été excisées lorsqu'elles accouchent. Et j'ai vécu la même chose en me rendant à l'hôpital pour accoucher. J'ai fini par accoucher sur le chemin de l'hôpital et je ne veux pas que mes enfants connaissent les mêmes difficultés. Nos filles ont été formées aux enseignements, aux compétences de vie qui seront nécessaires pour qu'elles deviennent des jeunes filles responsables et de futurs adultes. Aujourd'hui, c'est la cérémonie pour leur sortie. Elles sont considérées comme ayant passé ce rite de passage par lequel, traditionnellement, elles seraient considérées comme de grandes filles. Mais avec notre rite de passage alternatif, elles seront considérées comme de grandes filles, mais sans avoir subi l'excision. En dehors du Kenya, les MGF médicalisés se développent en Égypte, au Soudan et en Guinée, selon un rapport de l'UNICEF datant de 2021. Et pour clôturer cette édition, nous remontons en Égypte pour parler des élections présidentielles. Pendant que celles-ci ont pris fin aujourd'hui même, la grande question qui se pose est celle économique. Entre dette, inflation et dévaluation de la monnaie, les Égyptiens semblent être dans le désespoir et ils espèrent un homme qui puisse changer la situation. Allons plus en détail avec ce reportage. En Égypte, les électeurs votent mardi pour le dernier jour de la présidentielle débutée dimanche. Ils doivent choisir parmi 4 candidats dont le sortant Abdel Fattah al-Sisi. Ce scrutin se déroule dans un pays où l'inflation est à près de 40%. Il est extrêmement difficile de faire face à l'inflation. Bien que je comprenne qu'il s'agisse d'un problème mondial, il doit y avoir une solution. Que Dieu le guide, pour qu'il trouve les moyens d'atténuer cette flambée des prix. La sécurité est également une préoccupation, en particulier avec la crainte d'éventuelles manifestations. De plus, il faut protéger nos frontières et prévenir la guerre. Heureusement, nous ne sommes pas en état de guerre, mais nous sommes dans une situation très délicate en ce moment. La crise entre Israël et le Hamas à Gaza pousse les Égyptiens à opter pour la continuité. Mais pour beaucoup, l'important c'est un homme à même de redonner au pays sa grandeur.
Nous ne sommes pas une petite nation, nous sommes un grand pays qui occupe une position importante au Moyen-Orient et sur la scène internationale. Par conséquent, il devrait être en bien meilleur état, avec des conditions économiques et financières améliorées et des niveaux de vie plus élevés. Nous devons faire progresser la nation. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un président fort pour nous guider dans cette crise. Nous sommes actuellement confrontés à une situation très grave. Au-delà des défis économiques, la réélection d'Abdel Fattah al-Sisi est acquise, sauf coup de théâtre inédit. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Jessica Rallo, retrouvez-moi demain pour un nouveau tour de l'actualité. Excellente soirée à vous.